La Reine Soleil, d'après le roman de Christian Jacques. Le jour vient de naître sur la capitale du royaume d'Égypte. Les aigrettes et les ibis se posent sur les vécalettes dansant du Nil, tandis que les hippopotames et les crocodiles glissent tranquillement dans l'eau. Bientôt, les felouks, chargés de 1000 richesses et provenant de la Nubie ou du delta, afflueront vers le port. Et les charrettes convergeront des 4 coins de l'Afrique vers la porte de la cité du soleil, la vaste cité que le pharaon Akhenaton a édifiée en l'honneur du dieu Aton. Sur les rives arides du fleuve, une jeune paysanne s'amuse à faire tourner une petite roue en bois jusqu'à ce qu'un rayon de lumière se pose sur elle et la détourne de son jouet. Elle contemple alors la splendeur du Nil qui scintille et les murailles blanches de la cité du soleil illuminée, puis se dirige vers la ville. Le marché vient d'ouvrir ses portes. Les étals de marchands regorgent de victuailles. Les mendiants ont réclamé leur place habituelle et les vendeurs d'amulettes se glissent parmi la population. La jeune paysanne tourne la tête à droite, à gauche, et son regard se fixe sur une petite chatte qui paraît l'attendre. Un sourire éclaire son visage. L'animal plisse ses grands yeux verts et soudain démarre en trombe, renversant un panier d'oranges sur son passage. Elle slalome entre les jambes des passants et d'un bond disparaît sur le toit d'une maison. Lancée à sa poursuite, la jeune fille grimpe sur un tonneau, se hisse à son tour sur le toit et caracole derrière la chatte en riant. Soudain, l'animal s'arrête et regarde la ruelle où passe une chaise à porteurs soutenue par des gardes nubiens. Cette fois, basta, tu ne m'échapperas pas, lance la jeune fille. Dans la chaise à porteurs, cachée derrière un fin tissu immaculé, la nourrice Mia fait la morale à son jeune protégé en tenue d'apparat. Prince Tout, tu sais où tu vas, tu dois porter ce pectoral. Mais ça pèse un âne mort, ce truc, râle le jeune prince. L'étiquette, il faut respecter l'étiquette. Tout accroche le bijou autour de son cou avec un profond soupir. Mia affiche alors un sourire de satisfaction, mais ses sourcils se froncent lorsqu'elle constate que la voiture s'est arrêtée. Elle écarte le voile et se penche à l'extérieur, loin devant. On décharge une carriole et un embouteillage montre se former. Nous allons être en retard. Si j'avais su que c'était jour de marché, j'aurais choisi un autre itinéraire. Elle descend de la chaise en grommelant et va s'inquiéter de la durée du déchargement. Tout profite de son absence pour ôter son pectoral, et les poings serrés sur son manteau, il se met à bouder. Sur le toit, Basta voit son amie approcher. Vite, elle bondit sur la chaise de Toute pour se faufiler entre les jambes des porteurs. La jeune fille se laisse tomber à son tour dans le vide et atterrit sur le toit de la chaise qui vacille et s'effondre. Par terre, prisonnier des rideaux, Tout se débat comme un diable quand il réussit à s'en dépêtrer, sa perruque princière est au bout de son nez. Un rire fuse devant lui. Il remet le postiche sur sa tête et découvre alors une jeune paysanne qui rit aux éclats. « Aujourd'hui, je fais preuve de clémence, dit-il d'un air hautain. Mais ne t'avise pas de croiser mon chemin, ou mon fouet sera de faire regretter ton impertinence. » Un feulement retentit alors dans son dos. Surpris par la chatte, il tombe à nouveau à la renverse et se met à éternuer. La jeune fille regarde Basta avec un air amusé, puis elle saute par-dessus la tête du prince et repart à la poursuite de son ami. Toute
La rue s'esclave, une main sur la hanche, l'autre tenant le pectoral princière. Mia observe son protégé avec gourou. Tu crois que c'est le moment de faire le pitre? Mais je ne suis pour rien, je te jure, Mia, c'est elle qui... Allez, en route. Dans le palais de la Cité du Soleil, Akhenaton, pharaon de la haute passe Égypte, contemple le lever du soleil. Quand l'astre d'or atteint enfin le sommet de la pyramide, il lève les bras à son hommage. Gloire te soit faite à ton astre divin, Dieu unique. Sous ta lumière, j'ai rassemblé mon peuple pour qu'il vive en justice et en égalité. Pour toi, j'ai bâti la cité du soleil. En ce jour nouveau, transmets-nous ta parole. Commande et nous obéirons. Pharaon ferme les yeux, et il plonge dans un profond recueillement, lorsque le divin père œil, son scribe maire du palais à porteur d'éventail, à sa droite surgit. Pharaon, le général Horemheb, revient du désert du sud et insiste pour se voir. Les Hittites ont mis le feu à plusieurs villages. Aussi immobile qu'une statue, Akhenaton ne lui répond pas. Le vieux se retire et retrouve le général. Pharaon ne peut te recevoir, il prie Aton pour l'arrivée de la crue du Nil. Tout dépend la survie de toute l'Égypte. Aton, toujours Aton, comme si l'inondation en dépendait. Il faut absolument que le grand conseil se réunisse sur le champ. Mais seul Pharaon peut prendre une telle décision, fait remarquer le général part d'un pas rageur et remonte dans son char, suivi par Harous, son fidèle faucon. Dans l'antichambre des appartements royaux, Toute et sa nourrice attendent depuis un bon moment d'être reçues par la princesse Akhesa. Elle compte nous faire prendre racine, la princesse? Toute, c'est un honneur de rencontrer la fille du pharaon, gronde Mia. Il est temps pour toi de choisir une épouse, c'est la tradition. Épouser une fillette de 14 ans. La honte, oui. La honte, oui. Enfin, Mahou, le chef des gardes, les invite à entrer. Mia juge le pectoral autour du cou du jeune prince. Il lui rappelle qu'il doit se montrer respectueux avec la princesse. Assise sur une méridienne, Akhesa est de dos et agite un éventail. Mia lui présente son respect et son protégé. Voici le prince Tout Akhenaton de Bel Hari Ahmed-Soup, Horus Mabek, héritier du territoire Maghata, ici de la 12e génération des Ahmed-Soup. Akhesa, fille du pharaon, héritière du trône d'Égypte. La princesse tourne la tête et regarde le prince avec malice. Toute est bouche bée. Akhesa n'est autre que la jeune paysanne qui a renversé sa voiture et qui s'est moquée de lui. La folle, s'écria-t-il. Pardon, dit la princesse à ton glacial. Toute se reprend et déclare. Princesse Akhesa, je suis venue te demander de... M'épouseras-tu? Atchoum! Basta venait se frotter entre ses jambes, le fait éternuer à grand bruit. T'épouser, toi, un gamin. Tu ne doutes de rien, ricane Akhesa. En tout cas, le gamin peut circuler où il veut et quand il veut. Alors que toi, avec tes grands airs de princesse, j'ai impatient de voir la tête de ton père quand il apprendra que sa fille se déguise en chouillon pour sortir du palais. D'abord, mon père est au courant depuis longtemps, répliqua Akhesa en rougissant. Et menteuse en plus, rétorqua Toute. Et à ton avis, que fera mon père à ta belle petite tête quand je lui dirai que tu as menacé de fouet sa fille préférée? Répond Akhesa avec un air narquois. Toute dégloutie, Mia se plie en deux pour présenter des excuses à la princesse qui s'évente et rétorque aussitôt. Eh bien, prince, c'est comment déjà ton nom? Eh bien, Toute. Je pourrais te faire jeter au crocodile, mais c'est moi qui vais faire preuve de clémence. Après tout, je ne peux pas en vouloir à un enfant qui a encore besoin de sa nourrice. Le visage de Tout est gramousi, mais il se contente de pivoter ses talons et de sortir de la salle. Mia prend congé et exécute moult courbettes. Eh bien, c'est bien gagné, dit-elle, lorsque la porte sont closes.
Akiza se relève la remarque de Basta d'un air distraite. « Ah, tu le trouves mignon, toi ?» Et elle replonge très vite dans l'ennui du palais. Elle s'y sent si seule depuis que sa mère est partie pour vivre loin d'eux sur l'île d'Éléphantine, en Basse-Égypte. Elle reprend la lecture du papyrus que lui a confié sur l'œuvre de son père. Akhenaton a imposé le culte d'un dieu unique, Aton, au lieu de multiples divinités à tête d'animaux. Il a écarté les prêtres d'Amon-Ré du pouvoir et confisqué leurs biens pour les distribuer aux plus pauvres. On ne peut continuer un bâillement. Elle pense alors à la réunion exceptionnelle que se tient au Grand Conseil. Elle doit être bien plus intéressante que ce papyrus. Surtout que la réunion siège à huis clos et qu'elle est interdite à tous, même aux filles du pharaon. D'une caresse contre ses jambes, Basta montre qu'elle convient elle aussi. Ni une ni deux, elle trempe la vigilance des gardes et se glisse derrière les colonnes de la salle du conseil. Le général Aran-Heb expose le fait devant Akhenaton, eux, et les prêtres d'Aton. Les Hittites sont organisés en petites troupes de pillards qui sèment la terreur sur leur passage. Nous devons lancer une expédition punitive et frapper à la tête sans attendre. Nul sang ne rougira le sol de l'Égypte, ni celui de mon peuple, ni celui des Hittites ou d'un autre peuple, répond Akhenaton. Aran-Heb, mon ami, ne sais-tu pas que pour Aton, la vie de tout homme est chose des plus précieuses? La guerre vide nos caisses, nos greniers à blé, les sacrifices notre jeunesse, nous négocierons. Mais dit fin roi, l'empire est menacé. Comment veux-tu négocier avec ces barbares? S'exclame Aran-Heb. S'ils veulent la guerre, nous leur offrirons la paix, d'Aton, avec cette image divine. Akhenaton brandit la harpe surmontée d'un magnifique disque solaire en or massif qu'il tient dans sa main et le tend à Djoser, l'aide de camp du général. Va son arbre Djoser et transmets-leur mon message de paix. Mais c'est de la folie, s'écrie Aran-Heb. Akiza et Basta sont stupéfaits. Pharaon est reparti sans répondre aux craintes d'Aran-Heb. Elles attendent que la salle du conseil se vide et suivent le général qui s'entretient avec le divin Pai-Œil. Pharaon ne réalise pas la gravité de la situation, dit Aran-Heb d'une voix sombre. Ses intentions sont bonnes, répond le divin père. On ne gouverne pas avec de la bonne attention. Depuis le départ de Néfertiti, l'Égypte est livrée à elle-même. Il y a si longtemps que la reine a quitté la cité. Combien de fois ai-je tenté de la faire revenir en vain? Elle savait convaincre Pharaon quand il faisait fausse route, dit avec tristesse. Aran-Heb acquisa un silence et tourne les talons. J'avoue que je crains beaucoup les intrigues de certains prêtres, murmura avec un visage soucieux. Il regarde Aran-Heb s'éloigner. Ce dernier va rejoindre son ami et aide le camp Djoser qui s'apprête à partir à la rencontre des Hittites. Fais attention à toi, mon ami. Es-tu sûr de ne pas vouloir une escorte? Nous devons faire confiance à Aton, pas besoin d'une armée pour apporter un message de paix. Djoser fait pivoter son char. Aran-Heb le regarde s'éloigner jusqu'à ce que le harpe d'or d'Aaron s'évanouisse à l'horizon. Le général lève alors sa main vers le ciel. Un faucon vient se poser sur son bras. Veille sur lui, mon russe. L'oiseau ouvre les yeux, les ailes et prend son envol. Aran-Heb l'observe monter dans les airs et quand il voit l'interpelle. Tu n'es pas perdu, général? Aran-Heb se retourne et découvre un prêtre à la joue balafrée. Qui es-tu? Mon nom est Sokot, mon maître Sénèbre, grand prêtre d'Amon-Ré. Souhaite vivre
vivement te rencontrer. Le destin d'Égypte en dépend. Eh bien, retourne dire à ton maître que je n'ai pas l'intention de trahir Pharaon. Aaron se détourne et prend la direction du palais. Soko susurre avec un sourire malicieux. Rappelle-toi, général, on ne gouverne pas avec de bonnes intentions. De son côté, Akeza se dirige vers les appartements de sa sœur, Miraton. Cette dernière est assise entre les serviteurs qui l'éventent, ses yeux sont clos. Miraton, j'aimerais te poser une question. Tu ne vois pas que je suis occupée, Akeza, coupe la princesse. Mets toute mousse, culte mon buste, pour le jour où je succéderai à Néfertiti sur le trône d'Égypte. Mais mère est toujours vivante, s'exclama Akeza. L'Égypte a besoin d'être gouvernée par un couple royal pour être fort. C'est la tradition. Si tu épouses un jeune prince, j'ai connais un qui te parle de jeune prince. Je vais épouser père, bien sûr. Akeza reste prostée sans voix. Soudain, elle pivote sur elle-même et contemple la sculpture. C'est magnifique, dit-elle, mes compliments, mais il y a quelque chose là. D'un coup de poing, elle frappe le menton d'argile. La bouche de Miraton embrasse son nez. Comment oses-tu s'écria Miraton, et Akeza est déjà loin. Le soir, Akeza, flanqué de Basta, part s'entretenir avec son père. Père, est-ce vrai que tu vas épouser Méritaton? Tu es bien jeune pour te mêler des affaires de l'État, Akeza. Quel avers! Si l'Égypte doit être gouvernée par un couple royal, faire revenir Néfertiti? C'est impossible, je le regrette, crois-le bien. Pourquoi impossible? Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore en mesure de comprendre. Tu devrais rentrer. Je dois veiller à ton. Attends, toujours attends. Toi aussi, tu es jalouse d'Aton, mais un jour, comme Néfertiti, tu comprendras le devoir d'un pharaon. Épouser sa fille, c'est un devoir de pharaon. Akhenaton se retourne. Ça suffit, Akeza. Akeza s'enfuit dans ses appartements et éclate en sanglots. Ce qu'elle comprend, c'est que son père a toujours raison et qu'on ne peut jamais discuter avec lui. Que sa mère est partie à cause de lui. Et qu'elle se retrouve seule, cloîtrée dans un palais à entendre sagement que la marie a un prince de Provence. Elle n'a qu'un seul désir, rejoindre sa mère. Au petit matin, le faucon de russe s'en revint vers son maître. Il est seul. 12 heures a été tué par les Hittites. Le cœur du général s'emplit alors de désespoir. Il se dirige vers le temple d'Aton où Pharaon prie. Il faut qu'une chose soit de bien grande importance pour que tu pénètres ainsi dans son sanctuaire. Important, le mot est faible, Pharaon. Dit Aaron en dissimulant mal sa rage. Tu as envoyé tes heures à la mort. J'ai voué toute ma vie à l'Égypte, divin roi. Si aujourd'hui tu m'empêches de la sauver, je préfère mourir de ta main que de le voir écrasé sous le santal hittite. Horeb tend alors son épée à Pharaon et s'agenouille. Akhenaton l'empoigne, il considère l'âme, puis le coup au fer et laisse tomber l'âme à terre. Nul sang ne jouera à la terre d'Égypte. Puis après, Horeb médite seul en contemple la cité du soleil. Il n'a pas besoin de se retourner pour savoir ce que Skodot, le prêtre à la joue balafrée dans son dos. D'une voix sombre, le général déclare: Mène-moi à ton maître, Sénèbe. Ça, ils ne sont pas prêts de me revoir. Ils ne parlent plus de marée à Tchoum. S'exclament toutes. Est-ce qu'on attend pour sortir? Arrêtez devant la porte du palais. La chaise à porteur du jeune prince et de Mia est inspectée par Mahou, le chef des gardes. C'est bon, ouvrez les portes, lance Mahou. La voiture s'embra, mais soudain la voix de Mahou crie halte, et le cortège stoppe net. Mahou se penche sur le véhicule et tombe nez à nez avec la princesse et Basta. D'un bond, Akeza sort de sa cachette et prend la poudre d'escampette. Rattrapez la princesse, ordonna Mahou à ses gardes. Il empoigne toute par le cou et l'arrache de l'habitacle.
Complicité de chute avec une princesse royale. Tu sais ce que ça coûte? Quoi? Mais je n'ai rien fait. Calme-toi. Calme tout, éperlué. J'exige ces aveux circonstanciels et concises par écrit, gronde le grade. Toutes. Mais qu'est-ce que tu as encore fait? Renchira Mia. Mais rien, rien, je te jure. Soudain, Basta bondit sur Mahou et plante ses grands yeux verts dans les siens. Ne bouge plus, simple mortel. Puis elle se tourne vers Toute et ordonne. Cours, Toute, cours. La panique saisit Toute. Il décampe en direction des ruelles à l'écho de la voix de Mia qui l'appelle, se perd peu à peu. Toute se cache dans un tonneau pour échapper aux gardes. Lorsque le calme revient enfin, il sort à l'air libre. Quand soudain il sent la lame d'un couteau dans son cou. Pitié, je suis innocent, clame-t-il. C'est l'autre folle qui a fait tout ça. Quel courage, dit Akiza, en bondissant devant lui avec un air moqueur. Fais pas la maligne, j'exige ces aveux décontenancés et circonscrits. Si je reste une nuit de plus dans ce palais, je vais mourir d'ennui. Toute, aide-moi, toi seul peux m'aider, avoua Akiza avec un sourire charmeur. Et pourquoi je me rendrais complice dessus? Mais c'est l'occasion de rêver de défranchir de Mia. Elle gonfle ses joues, bombe sa poitrine, imite si bien la nourrice que Toute ne peut retenir un éclat de rire, ni même un éternuement, provoqué par l'arrivée de Basta qui s'amuse elle aussi du spectacle. Où veux-tu aller d'abord? Sur l'île d'Éléphantine, je veux rejoindre ma mère. Éléphantine? Mais c'est le bout du monde, ça. Akiza tourne le doigt à Toute, il s'approche et voit les larmes couler sur ses joues. Bon, d'accord, dit-il. Alors je veux bien t'accompagner, mais jusqu'à Thèbes. Marché conclu, lança la princesse. Arrivée au port, Akiza prend Basta en ses bras. Je ne peux pas t'emmener, ce serait trop dangereux pour toi. La chatte frotte son museau contre la joue de son ami et repart vers la cité. Toute et la princesse se faufilent sur le quai et disparaissent à bord d'un bateau. Ah, tchoum! Chut, chuchote Akiza. Ce sont tes vêtements, ils sont pleins de poils de chat. Soudain, la boche sous laquelle ils se sont cachés se soulève. La mine patibulaire d'un homme torse nu et aux oreilles percées, de multiples trous apparaissent. Des passagers clandestins, d'un geste brusque, il saisit le bras de la princesse, arrache son bracelet en or et l'accroche à un trou de son oreille. « Rends-moi ça, espèce de voleur !» cria Akiza. Elle se jette sur lui comme une tigresse, mais un coup d'épaule suffit à la projeter sur le front. « Pas voleur, Gumukiv, pour te servir, dit-il en ricanant. Vous croyez peut-être que le voyage jusqu'à Thèbes est gratuit? Vous devriez me remercier de ne pas vous jeter au bord par-dessus bord. C'est moi qui te ferai jeter au crocodile, dit Akiza en la menaçant du doigt. L'homme éclata de rire. Tandis que le bateau file sur le Nil, le soleil se couche sur le cité du soleil à Mahou. Le chef des gardes entre dans la salle du trône. Il s'incline devant Akhenaton et Œil qui se tiennent à ses côtés. Divin roi, ta fille Akiza a été enlevée par le prince Toutankhaton. Nous avons fouillé la cité de fond en comble, nous ne les avons pas retrouvés. Enlevée par Toutankhaton? Vous êtes sûr? Mais c'est impossible. Je n'ai qu'un enfant, s'exclama Pharaon. Mahou baisse la tête et convient que malgré sa jeunesse, le prince est bel et bien parti avec elle. Il l'emmène certainement à Thèbes, dont il est d'origine, suggère le divin père. Faites fouiller les maisons, faites fouiller toutes les routes de la haute à la basse Égypte, et tous les bateaux qui montent et descendent dans le Nil. Et allez voir Aranel. Qu'il les retrouve par-à-temps. Il se tourne vers les derniers rayons du soleil, son visage empreint de tristesse reflète l'ombre qui s'installe déjà sur la cité. Akiza profite de la nuit pour souffler à Toute. Le bateau va à Thèbes. Parfait. De là, on prendra ensuite la route pour Éléphantine. On avait dit jusqu'à Thèbes. Je m'arrête à Thèbes, proteste Toute. Akiza déclare tranquillement. Comme tu veux, mais je te rappelle que tu as recherché pour l'enlèvement de la fille du pharaon. La police de mon père va t'y attendre avec impatience, a-t-elle. Le lendemain matin, Akiza et Toute
s'éveille mort de faim à la barre, Culmotive engouffre cruellement des poignées de fruits secs. Il temps plus, Akiza se précipite vers un panier de fruits pour se servir. « Je ne vais pas vous nourrir en plus, dit Culmotive en lui tapant sur les mains. Mais mon repas, je vais gagner à la sueur de mon front. Au même instant, le bateau s'immobilise échoué sur un banc de sable. Tiens, voici un bon moyen de gagner le vôtre. Les deux enfants descendent dans l'eau, Culmotive leur jette les cornes. Eh bien, il est parfait ce voyage, râle toute. Le lendemain, les silhouettes des temples Karnak et de Louskor apparaissent enfin à l'horizon. Thèbes, s'écria toute. Mais Akiza lui manque le port. Les bateaux de l'armée bloquent l'entrée et les soldats fouillent toutes les embarcations. Les enfants plongent dans le fleuve et nagent jusqu'à la berge sans demander leur reste. Ils l'ont échappé belle tous les deux. Mais leur voyage n'est pas terminé. La vue des soldats au port inquiète Akiza au plus haut point. Où pourrait-on dormir en sécurité demande-t-elle en suivant toutes dans une rue animée. À Karna, au temple d'Amon-Ré. Le temple du dieu maudit, s'écria Akiza. Depuis que ton père a décidé de remplacer les anciens dieux par Aton, il est fermé et je te garantis que c'est l'endroit le plus sûr de terre. Toute la guide alors à travers un détail du royaume, aussi infecté de soldats que le Nil de crocodiles. Et au crépuscule se glisse dans le temple. La lueur de la lune guide Akiza et toute à travers le sable. Les salles, des statues des anciens dieux à tête d'animaux interdits par Akhenaton, s'entassent dans chacune d'elles. Rompu par la fatigue, il se laisse tomber au pied d'une colonne au visage humain et s'endorme rapidement. Dans son sommeil, Akiza sent une odeur d'encens. Il lui semble entendre des voix. Elle ouvre les yeux. La lumière les environne. Des gens parlent, elle secoue toutes. Que se passe-t-il? Chut, on n'est pas seul. Il se glisse à l'intérieur de la tête du colosse, se poste de chaque côté de l'arrêt du nez et à travers des yeux creux, voit l'origine de la lumière, le gigantesque statue d'Amon-Ré. À ses pieds se tient une réunion des prêtres d'Amon, précédée par le grand prêtre Sénèbre. Soudain, un prêtre à la joue balafrée arrive, suivi par le général Aurambel. Comment l'ami de mon père peut-il rencontrer ces bêtes, ces prêtres? Que feront des tests? demanda Akiza. Nous devons rétablir la tradition du dieu Amon-Ré, faire de Thèbes la vraie capitale du royaume et renverser Akhenaton qui nous humilie l'Ancénèbre. Aurambel fixe le grand prêtre. Il ne s'agit pas de renverser Pharaon, mais de le ramener à la raison et le pousser à prendre des décisions qui oublient Akhenaton, coupe Sénèbre. Que restera-t-il de la royauté quand les Horditi occuperont notre pays? Tu es le chef des armées, tu es le seul chance du pays. Réfléchis. Méritatons lui succédera, elle sera plus facile à contrôler. Nous lui trouverons rapidement un époux pour régner avec elle. Pourquoi pas toi? Tu pourrais être pharaon. Araneb hésite, mais dominé par la statue de Sénèbre, il s'agenouille soudain devant la statue d'Amon et un signe d'acceptation. Traite, mon père te le fera payer, hurle Akiza. Non, mais ça ne va pas, t'es malade? Souffle tout à voix basse. Des espions, emparez-vous d'eux, cria Sénèbre, pointant des doigts vers la cachette. Akiza murmura en rêve en pâlissant. Tout et Akiza slalom à travers les débris de statues sans s'arrêter. Soudain, un prêtre surgit devant eux et saisit Akiza par le cou, la soulève de terre. Debout sur une tête d'Anubis, tout assis à la scène, impuissant. Il repère une planche posée en équilibre sur l'arrondi d'un menton brisé. Il se laisse alors tomber de tout son poids sur une des extrémités de la planche. L'autre côté s'élève dans les airs et frappe le prêtre entre les jambes. Ses yeux se révulsent et s'immobilisent et s'affaissent enfin avec un cri de souris. Tout et Akiza enjambent le corps du prêtre et continuent leur course folle en direction de la sortie. Ils quittent l'enceinte maudite et s'enfuient dans la lumière de Thèbes. Aurambel et les prêtres sortent du temple d'Amon,
au moment où ils entrent dans la ville. Si ces deux-là parlent, nous sommes tous morts. Ramenez-les, ordonne le général, vivant ou mort. À l'entrée dans la ville, les deux enfants grimpent au bord d'une carriole abandonnée, tandis qu'Athésa se cache parmi un chargement de jarres. Le jeune prince prend les rênes du fouet d'âne. Ce dernier reste immobile, mais quand le point d'une flèche lancée par le garde d'Orem se fiche dans le postérieur de l'animal, il démarre alors à toute allure. L'Atlas fonce, renversant tout sur son passage, lorsqu'un mendiant surgit devant eux. La carriole fait une embardée, les jarres se renversent et Akeza est propulsée hors du chariot. D'un réflexe, elle se rattrape à la corde qui retient les jarres. Elle se laisse traîner sur l'huile qui s'échappe des peaux. Soudain, une torse enflammée tombe sur la mer. Merdus sur le feu se propage sur la carriole à toute allure. Akeza aperçoit un plan incliné d'une maison. Elle glisse sur lui comme sur un rang tremplin son vol dans les airs et retombe indemne sur le dos de l'âne. Saute, Toute, saute, hurle-t-elle. Toute bondit sur le dos de l'animal au moment où le char explose. Puis il se laisse rouler sur le sol et se réfugie dans un recoin sombre. Sur les témoins, une Orem et ses soldats passent devant leur cachette sans les voir. Toute et Akeza longent les murs du ruelle obscur. Soudain, Toute sursaute. Un scarabée, c'est signe de mauvais présages. Tu es superstitieux en plus, ironise Akeza. Toute la pousse dans une taverne en précipitant, car un nouveau groupe de soldats arrive. Ils prennent place à une table dans le fond de l'auberge. Akita dit alors avec tristesse: j'ai agi en égoïste, je ne plaignais d'être seul alors que mon père est abandonné de tous. Tout le monde complote contre lui, même le général Oreb, son plus fidèle allié. C'est le chef des armées, ton père est vraiment en danger. Tu dois rentrer et le prévenir, c'est ce qui se trame. Retourner là-bas alors qu'Oreb et l'armée tout entière sont à notre trousse, autant jeter dans la gueule d'un crocodile. Alors il faut aller à Éléphantine. Tu as raison, Toute, dit soudain Akeza. Seule ma mère pourra aider mon père. À peine a-t-elle prononcé ces mots qu'un prêtre et des soldats font éruption dans la taverne. Toute et Akeza se cachent derrière des tonneaux en rampant jusqu'à l'arrière de l'établissement. Ils ouvrent une porte et sortent dans la nuit. Ils se faufilent dans les ruelles lorsqu'un vieillard ivre sort de l'obscurité et se plante devant eux. Il s'approche de Toute et agite un bijou sous son nez. Une amulette de Marhez, le dieu du courage et de la force guerrière, clame le vieillard. Avec ça, tu peux descendre au pays des morts sans danger. Akeza lance avec rage. On ne t'a pas dit, vieil homme, que Pharaon interdisait les... Oui, bien sûr, a-t-on. Et les eunuques, hein, coupe le vieillard. Il la considère avec dédain et ajoutant une colère à peine contenue. Et au nom de la foi en Aton, la police de Pharaon nous vole nos petits dieux de tous les jours, prise nos hôtels domestiques et emprisonne les incroyants. Akeza tire Toute par le bras. Elle ne veut pas rester plus longtemps avec cet ivrogne. Mais une petite amulette, ça fait de mal à personne. Allez, un d'ébène d'argent. Le vieillard dépose l'amulette dans la main de Toute et lui lance discrètement une pièce. Qu'Adon soit remercié pour ta générosité. Le vieillard disparaît dans la nuit. Peu avant l'aube, Toute remplit une houtre d'eau et à une fontaine, en prévision de leur prochain voyage, tandis qu'Athésa épluche un fruit en regardant le sol avec tristesse. Tout ce qu'on m'a enseigné est faux. Le peuple d'Égypte se moque d'Aton. Mon père vit dans l'illusion. On en est à toujours à adorer des dieux à tête de lion, de scorpion ou de bélier. Toute pose sa main sur l'épaule de la princesse et lui dit avec douceur: Akeza, même ivre, ce vieillard est dans le vrai. On ne peut pas imposer un dieu unique par la force.
Akeza baisse la tête avec un signe d'approbation. Mais soudain, il entend un char arriver. Il se plaque contre un mur et voit passer des soldats qui se dirigent vers la porte principale de la ville. Par où va-t-on pouvoir passer pour rejoindre Éléphantine? Toutes les portes doivent être surveillées, dit Toute. La porte du désert est certainement libre, non? Demanda Akeza. Bien sûr que vous... Qui voudra aller là-bas? Nous. Nous, répète Toute ahurie. Oui, toi et moi. Toute la vallée est surveillée. Le seul moyen de rejoindre ma mère, sans se faire arrêter, c'est de couper par le désert. Ben voyons. On voit bien que tu n'es jamais sorti de ton palais. Toi, c'est le désert du Grand Sud ici. La chaleur est aussi mortelle que les tempêtes de sable. Personne n'en est jamais revenu vivant. Non, c'est de la folie. On devrait plutôt. Très bien, je me débrouillerai, toute seule. Après tout, il n'y a pas de honte à avoir peur. Pour un petit prince de province, lance Akeza. Espèce de tête d'autruche, tu es la princesse la plus stupide et la plus bornée du royaume, éclate Toute. Une plaie pour toute l'Égypte, comme ton père. Akeza le regarde alors droit dans les yeux. Si c'est vraiment ce que tu penses, Toute, nous n'avons plus rien à nous dire, et je ne veux plus jamais te voir. Eh bien, tant mieux, dans le désert tu ne verras plus grand monde non plus. Bon voyage et bon débarras. Le petit prince de province te salue bien. Toute tourne les talons. La porte du désert est libre. Akeza s'arrête à l'ombre de l'arcade et regarde la vaguelette du stade qui s'étend jusqu'à la ligne d'horizon. Le désert est pareil à l'océan, bien qu'il soit immobile et totalement vide. Pas d'oiseaux, pas d'animaux, pas l'ombre d'une caravane, et par celle laissée par le vent, aucune trace d'aucune sorte. Akeza frissonne. Elle regarde derrière elle, espérant y voir Toute, mais elle est seule. Elle hausse alors les épaules et finit par s'engager sur la surface ocre en marmonnant. Tête d'autruche, est-ce que j'ai une tête d'autruche? Akeza n'est déjà plus qu'un petit point perdu dans l'immensité. Lord Koraeb arrive à la porte du désert en compagnie d'un prêtre, Damré. Ce dernier s'élance sa poursuite, mais le général l'arrête. Pas la peine, le désert s'en chargera. Il fait alors pivoter son char et prend la direction du port. Une autre mission l'attend, rentrer à la cité du soleil, réunir le grand conseil et honorer le marché passé avec Sénèbe. Sous le rayon éblouissant du soleil, Akeza singe, Toute, le hautain prince héritier qui bombe le torse et l'énumération de ses tristes titres. Toute le brouillard qui crie, mais c'est quoi, pas moi? Et Maya, et lorsqu'un scarabée traverse sa route, elle imite, Toute le superstitieux, quand soudain le sol se dérobe sous ses pieds et la fait tomber dans une fosse. Elle considère la paroisse lisse de sa prison. Hélas, toute tentative d'escalade sans espoir. Toute. Le vent se lève, ses appels se noient dans le bruit des rafales, et le sable s'écroule le long des murs. Akeza lutte pour se maintenir sur le dessus de la dune qui se forme à ses jambes. Mais la géole se remplit plus vite qu'un tonneau vide, et très vite, seule sa tête émerge du cercueil minéral. Elle appelle à l'aide encore une fois. Seul le vent lui répond. Akeza pose sa joue sur le sable pour s'abandonner à la mort. Quand tout à coup, quelque chose lui chatouille le nez. Elle voit alors un morceau d'étoffe blanche se balancer devant son visage. Vite, accroche-toi! Allongée nue sur le sable, Toute déploie son pagne. Akeza sort ses bras et agrippe la corde de fortune. Toute la hisse de toutes ses forces. Akeza est saine et sauve. Elle s'approche de Toute qui remet son pagne. Merci Toute, excuse-moi, j'aurais dû t'écouter. C'est moi qui ai été stupide de te laisser partir ainsi. Excuse-moi, la tête d'autruche, c'est moi. Oh non, je te jure que c'est moi, réplique Akeza. D'ailleurs, quoi de plus normal pour une autruche que d'avoir la tête dans le sable? Ils éclatent de rire.
À la tombée de la nuit, ils s'en vont s'étendre contre les pattes d'un sphinx assemblé. Paraît-on que la nuit est froide, gémit Akeza. Elle s'approche de toutes, se lève contre lui et ferme les yeux. Toute pousse son bras autour d'elle et s'endort en la serrant contre lui. Dans son sommeil, tandis qu'un vol d'ibis passe devant la lune toute sourit. Dans la cité du soleil, Pharaon prit, au moment où Aïe entre, lui annoncer que malgré les recherches, la princesse et le jeune prince restent introuvables. Basta vient s'asseoir à côté d'Akhenaton. Pharaon dit alors « Aton soit loué, Akeza est en vie ». Le lendemain matin, Akeza s'éveille dans les bras de toutes. Elle dépose un baiser sur la main qui a négligemment posé sa poitrine et secoue ses vêtements. C'est l'heure de partir. Elle porte l'outre de tout à ses lèvres, aucune goutte n'en sorte. Elle se mit en marche sans eau, et déjà les premiers rayons innocents une chaleur impitoyable. Soudain, tout se précipite vers un rocher à l'ombre duquel il trouve une plante. Il sort une lame, coupe le bulbe en deux et le presse. Quelques doutes tombent dans leurs mains et ils continuent leur route. Mais bientôt leurs lèvres sont sèches, les rayons implacables d'Aton les éblouissent et effacent les contours. Ils ne savent plus où ils sont, leurs pieds s'enfoncent dans le sable. Ils trébuchent, se relèvent, avancent et tombent encore. Chaque pas est un effort surhumain. À nouveau, Keza s'affale et elle ne se relève plus. Toute la chair sur son dos, tandis que la tempête se lève. Le sable s'insinue dans ses yeux, dans ses narines. Soudain, ses jambes cèdent et il s'écroule face contre terre, inconscient. Le soleil se noie à l'horizon. Un linceul de sable les recouvre. Au même moment, dans un autre endroit du désert, une troupe de cavaliers met pied à terre pour la nuit. Ils allument 2 feux de camp, déploient des tapis et plantent une tente. On donne à boire aux chevaux, on sort les couteaux, les outres, la viande, sécher des fruits secs et on affûtit ses armes. Assis près du feu, l'un d'eux joue avec la hampe d'or d'Aton, sous le regard fasciné d'un autre guerrier qui lui fait face. Pourtant, ces hommes ne sont pas des Égyptiens. Ils ne croient pas en Aton. Celui qui manie les hampes est Zanasa, le chef des Hittites, celui qui lui fait face, et Barca, son homme à toute affaire. La hampe, il la tient de doser l'aide du camp du général d'Horenheb, qu'ils ont assassiné sous l'œil du fidèle de Horus. Crois-tu vraiment que Pharaon peut maîtriser le feu du ciel? Demande Barca. Sois tranquille, si Pharaon était capable, il nous aurait déjà anéantis. Leur seule puissance, c'est l'or. Son regard fixe le symbole d'Aton et des flammes, et rougeout dans son œil. Au même instant, à la cité du soleil, Aïe et Horenheb entrent dans le salle où Akhenaton et Myrataton sont sur leurs trônes respectifs. Pharaon, le grand conseil a voté ton abdication, je le regrette, mais je ne peux m'opposer à la décision votée par le grand conseil, dit Aïe en s'inclinant. Akhenaton regarde Horenheb. Toi aussi, mon ami, tu souhaites ma fin. Si seulement tu m'avais laissé le choix, le destin de l'Égypte en dépend. Je suis l'Égypte, répond Pharaon avec calme. Seul Aton peut me détrôner. À ces mots, les gardes plaquent toutes les issues, mais Akhenaton ne remarque pas, et fixe le prisme d'or du pyramidon qui reflète la fin du jour. Soit je boirai la coupe, dit-il. J'irai rejoindre mes ancêtres dans la pyramide. Ma fille Myritaton devra me succéder. Elle choisira parmi les grands d'Égypte celui qui régnera à ses côtés. Il est sur le point de quitter la salle, mais ses yeux s'arrêtent sur Basta. Couchée sur le flanc, elle respire à peine. Pharaon s'agenouille, la caresse, elle ne réagit pas. On dirait que cette pauvre bête se laisse mourir, dit Œil. Les yeux d'Akhenaton s'emplissent alors de larmes. Au petit matin, un cercle composé d'Œil, d'Horenheb et de prêtres, parmi lesquels le grand prêtre Sénèbe, s'est formé sur l'esplanade du temple d'Aton.
Face à la grande pyramide, ils attendent le pharaon déchu. Un concert de trompes retentit, Akhenaton apparaît. Il porte avec dignité la couronne royale et croise la crosse et le fléau sur sa poitrine. Il est vêtu de blanc, la couleur du deuil. Il remet les deux spectres à un prêtre, Daton, qui les pose sur l'autel, ôte sa couronne et le dépose entre les spectres. Deux prêtres détachent sa robe et le cartouche d'or portant son nom. Puis ils remplissent la coupe de poison en le tendant à Akhenaton, qui la lève vers l'astre d'or. Boire dans une coupe ornée de lotus, c'est boire le soleil renaissant. Il apporte à ses lèvres et boit le breuvage, puis il repose sur l'autel. Il monte alors les marches jusqu'au parvis et entre dans la pyramide. Tandis qu'il entre dans l'obscurité, les yeux du grand prêtre s'élèvent scintillent. Akhenaton s'enfonce dans la nuit d'une longue et étroite galerie. Autour de lui, la voix murmure. Le soleil s'est couché, tu n'as plus de nom, tu n'es plus rien. Les murs se meuvent, les fresques du couloir s'animent. Akhenaton est soulevé dans l'espace et Osiris, le dieu des morts, vient à sa rencontre. Il plonge sa main dans la poitrine d'Akhenaton, arrache son âme, il la libère sous forme d'un oiseau. Puis il disparaît. Akhenaton suit alors l'oiseau qui la guide vers un vaste salle aux murs d'or, où un bassin d'eau turquoise et pur s'étend vers l'infini. Une barque majestueuse portant un trône surmonté d'un disque d'or y flotte. L'oiseau vole vers la barque et se pose sur le trône. Akhenaton s'approche du bassin et détache sa robe. Puis il ôte la calotte recouvrant son crâne et libère une chevelure abondante qui ruisselle sur ses épaules. Il pose le pied sur le bassin et se dirige vers la barque en marchant sur la surface de l'onde. Akhenaton prend place sur le trône de la barque et regarde les spectres transparents qui sont détachés des murs et viennent à lui. Tous les grands pharaons d'Égypte l'entourent. Khéops, Képhren, Mykénos, Séxotrice, père de l'Égypte ancienne, je viens vous rejoindre. Au sommet de la pyramide, les 4 pétales d'or du pyramidien s'écartent lentement. Et au-dessus d'Akhenaton, une dalle de pierre s'ouvre et le rayon du soleil s'engouffre à l'intérieur du pyramidon, converge en un seul faisceau qui plonge dans la pyramide et frappe Akhenaton. Un coup de tonnerre retentit. Akhenaton se transforme en statue d'or. Puis sa statue éclate en milliers de particules qui se fondent dans l'épaisseur des murs de la salle royale. Le grondement monte de la pyramide vers le ciel qui se couvre de nuages menaçants. Les pétales du pyramidon se referment, scellant ainsi la dernière demeure de Pharaon. Akhenaton est entré dans l'éternité sans avoir que dans ses appartements basta se redresser et a repris goût à la vie. Le ruissellement d'un filet d'eau résonne dans l'esprit d'Akhesa. Elle ouvre les yeux, elle est plongée dans la pénombre bienfaisante d'une pièce au mur peint, ouvert sur un large patio inondé de lumière et bordé de colonnes et de palmiers qui se détachent de l'azur du ciel. Au loin, elle découvre la silhouette d'une femme qui lui tourne le dos en chantonnant. Le cœur d'Akhesa se serre. Elle se précipite vers elle, les yeux pleins de larmes. Elle se blottit contre elle et pose sa tête sur son ventre. « Mère, tu m'as tellement manqué. Je suis si heureuse de t'avoir retrouvée. »« Moi aussi, Akhesa, » répond Néfertiti, en caressant les cheveux de sa fille. « Et tout, où est-il? Ton ami? Il va bien. Remercie Aton que vous ayez trouvé et transporté ici. » Akhesa se redresse. « Mère, il faut que tu reviennes vivre au Pal. » Soudain, la princesse se fiche, ses yeux sont figés sur ceux de sa mère. « Mère, tes yeux, que t'est-il arrivé? »« Je suis aveugle, Akhesa, » répond Néfertiti en la contemplant de son regard devenu transparent. Akhesa caresse le visage de sa mère, resté si pur.
Mais pourquoi es-tu parti? Tu ne peux pas rester là. Il faut que tu rentres avec nous au palais. La passion qui nous animait, ton père et moi, faisait de nous le plus grand couple d'Égypte. Et puis un ton s'est installé dans l'âme de ton père. Il prenait une telle place dans sa vie que je le jalousais. Akhenaton n'y voulait rien entendre. Des conflits répétés nous a éloignés, et peu à peu, Aton a fini par me remplacer au sein du couple royal. Je ne pouvais pas m'y résoudre. J'ai fini par haïr Aton et à prier pour l'avènement d'une nuit éternelle. En posant un voile sur mes yeux, Aton exaucé mon vœu. J'ai décidé de m'exiler à Éléphantine et j'ai fini par trouver la paix. À ces mots, Akheza éclate en sanglots. Néfertiti effleure sa chevelure avec douceur. Non, ne pleure pas, Akheza. La déesse Basta m'a donné des yeux, et j'y vois bien mieux aujourd'hui. Grâce à elle, je peux veiller sur toi. Je serai toujours à tes côtés. Akheza échappe une caresse de Néfertiti. D'un bond, elle se redresse et lui fit face. Si tu refuses de rentrer, qu'allons devenir? Les Hittites sont à nos portes. À Thèbes, j'ai vu les prêtres d'Amon sceller une alliance avec Horeb. Ces traîtres sont prêts à tout pour prendre le pouvoir. Et ils ne souhaitent qu'une chose, renverser père. Je sais tout ça, Akheza, répond Néfertiti avec calme. Alors pourquoi ne fais-tu rien? S'exclama Akheza. Tu es toujours Néfertiti, reine d'Égypte. Qui voudra écouter une reine aveugle, dans un royaume où le soleil règne en maître? Maintenant, la reine, c'est toi. Aujourd'hui, toi seul peux prendre en main le destin d'Égypte. Je le sais, je le sens, Akheza. La princesse recule. Mais je ne suis pas prête. Tu n'es pas la seule, Akheza. Répète-toi. Je serai toujours à tes côtés. Et surtout, méfie-toi des prêtres d'Amon. Contrairement aux apparences, ils sont beaucoup plus dangereux que les Hittites. Soudain, une servante fit irruption dans la pièce et crie. Les Hittites attaquent le palais. Vous devez fuir. Vite, par ici. La servante accompagne Néfertiti vers un rocher et appuie sur un levier. Un bloc de pierre pivote et découvre un passage secret. Néfertiti entre. Akheza ferme la marche. Soudain, un ordre fut dans son dos. Attaque, Bubas. Akheza se retourne. Une panthère noire fonce droit sur elle. La princesse surdit, fixe le fauve dans les yeux. Akheza, folle comme une chatte, voulant se mettre à l'abri d'un prédateur, puis elle bondit vers elle et la domine de tout son être. La panthère se tasse, domptée, de l'autre côté de la salle. Barca, qui assistait à ce tour de magie, reste paralysé. Akheza se dirige vers le rocher pour s'engager dans le passage secret. Et là, c'est trop tard. Le bloc de pierre s'est refermé. Barca serre son épée dans sa main et avance vers Akheza, le visage menaçant. Barca jette Akheza aux pieds de Zazana, qui, les mains enfouies dans un coffre de pierreries, évalue son butin. Cette sorcière prétend être la fille du pharaon. La fille du pharaon. Intéressant, dit Zanaza. Qu'on l'emmène. On verra bien ce qu'elle peut nous apporter. Au moins son poids en or. Pas sûr, répond Barca. À la cité, Horeb entre dans les appartements royaux, arborant fièrement son armure. L'armée est prête, ma reine. Je n'attends que vos ordres pour. Maritaton gîte sur son lit. Des traces de morsures trient son cou. Elle est morte. Derrière une colonne, son gourde dépose le serpent qui tient au bout d'une pince dans un panier. D'abord Akheza, puis son père. Maintenant Maritaton. Décidément, le sort s'acharne vraiment sur cette pauvre famille, ricane Sorgoth. Hélas pour toi, général, renchérit Sénèbe en sortant de long. Tu ne pourras plus épouser et devenir pharaon. Et sans pharaon, le pouvoir revient aux prêtres d'Amon. Assassin, rugit Horeb. Il daigne son épée. Aussitôt des prêtres armés se lancent le cerne. Tu es bien naïf, ou alors trop ambitieux. Tu nous as plus d'aucune utilité. Notre collaboration s'arrête là, général. Mais console-toi, tu auras droit à un tombeau royal, sur Sneb.
Sur une falaise près de la cité du soleil, un prêtre d'Amon contemple Horeb, ligoté au fond d'une tombe. Il écrase un scarabée de granit noir sur la dalle qui recouvre le tombeau. « Pardonne-moi, Akhenaton, crie Horeb. Peu après, un faucon se pose sur la dalle, avec des cris plaintifs. Son regard exéré fixe le scarabée de granit. À Éléphantine, les serviteurs sortis de leur cachette tentent de remettre de l'ordre dans leur palais, dévasté par les Hittites. Sur la terrasse, Néfertiti contemple l'azur de son regard aveugle et se tord les mains. Akheza a été enlevé par les Hittites. Je retrouverai ta fille, Majesté, lance toute. Mais comment vas-tu faire? Tu n'es si jeune. Et je n'ai même pas d'escorte à mettre à ta disposition, s'écrie Néfertiti. Je me débrouillerai. Mahès, le dieu lion du courage, est avec moi, assure-t-il sans trembler. Qu'Aton te protège. Elle serre les mains de toutes dans les siennes, toutes fixent l'horizon d'un air grave et quitte le palais, tandis qu'une larme rouge sur le joug de Néfertiti. Elle s'écrase sur le sol en 1000 gouttelettes, en même temps que l'azur devient noir. De lourdes gouttes de pluie s'abattent sur le désert, pareilles à des torrents de larmes. Dans un campement improvisé à proximité du Nil, Zanazar considère sa prisonnière. La fille du pharaon, quand je vais apprendre au grand prêtre que tu es ma prisonnière. Le grand prêtre d'Amon-Ré, s'exclame la princesse. Tu demeures avec lui? Tu as tout compris, on dirait. Mais rassure-toi, moi je m'intéresse qu'à l'or et aux terres. Il saisit un morceau de viande et l'a déchiqueté. Akheza le défie du regard. Écoute-moi, le temple du royaume regorge de trésors. Le grand prêtre t'a promis canon, dis-tu? Moi, Akheza, fille de Pharaon, te donnerai tout le sud du Nil, tout le sud, la Nubie, toutes ses mines d'or. D'un geste négligent, Zanazar jette l'eau qui tient en sa main et Bulbas qui l'attrape au vol. Un jour, c'est moi qui régnerai, continua Akheza. Et si tu le désires, ensemble, nous régnerons sur nos deux empires réunis, les Hittites et l'Égypte. À ces mots, Zanazar relève enfin la tête vers Akheza, puis éclate de rire. Visiblement, la petite princesse est prête à tout sacrifier pour sauver son pays, ou pour son ambition personnelle. Magnifique, parle Noambre. Bravo, bien essayé. À ce moment, un pan de la tente se soulève et Barca entre, un pigeon dans la main. Un message du grand prêtre. Zanazar détache un minuscule morceau de papyrus, le lit en silence et étudie Akheza du coin de l'œil. Si tu es bien celle que tu prétends être, ta proposition de mariage mérite réflexion, lance-t-il. Que veux-tu dire? Tiens, lis. Akheza prend le papyrus entre ses doigts. Comme prévu, Akhenaton mort ainsi que ses deux filles. Akheza met ses mains sur sa bouche pour étouffer un cri d'effroi et laisse tomber le message. Zanazar le ramasse et continue la lecture à haute voix. En absence d'héritier, nous, Sénèbres, grand prêtre d'Amon-Ré, serons donc désignés par le conseil comme nouveau pharaon Horeb, neutralisé comme prévu, lors vous serez livrés. Dans une rage soudaine, Akheza saisit d'une épée à portée de main et saute à la gorge de Zanazar, qui bloque son bras et lui fait lâcher prise. Barca, enferme-moi cette furie dans la cage de Bubas. Enfermé dans la cage au cœur de la nuit froide, Akheza sanglote. Soudain, l'inventeur attaché à ses pieds gronde et un éternuement retentit. Akheza se retraite. Toute? Elle plisse les yeux pour percer l'obscurité. Une silhouette avance vers elle furtivement. Toute, tu es vivant. Bubas bondit en sa direction et monte l'écrou. Akheza rampe vers elle et la caresse. Bubas se couche et ronronne. C'est alors, tu sais parler au chat, toi? Dit Toute. Oui, pas toi? Si, bien sûr, quelle question. Attention, souffle Akheza. Deux soldats, torches en main, arrivent vers eux. Toute se cache, Akheza s'allonge et fait mine de dormir. Les soldats éclairent les geôles, tout est calme. Ils repartent dans la nuit, Toute
réapparaît, sort son couteau et attaque la serrure. Nous devons retourner au plus vite à la cité du soleil. Mon père et ma sœur viennent d'être lâchement assassinés. Par les prêtres d'Amon. Les Hittites n'ont jamais envahi l'Égypte. Ce ne sont que des mercenaires à la solde de Sénèb. Qui va se faire couronner pharaon? La cérémonie doit avoir lieu dans 3 jours. Il n'y a pas de temps à perdre. Enfin, la porte de la cage cède. Akésa détache Bubas et se glisse avec elle à l'air libre. Puis elle saute sur son dos et se tourne vers son amie. « À toi, toute !»« Tu es l'Égypte, répond-il avec un visage solennel. Ton destin est plus important que le mien. La princesse empoigne l'échine de sa monture à la manière d'un cavalier. Allons-y, ma belle. Bubas démarre au galop. Toute lui fait un signe d'adieu et ne peut retenir un éternuement. Les 2 gardes se détournent immédiatement de la ronde et voient la princesse s'enfuir. Toute se saisit alors d'une torche et grimpe sur la cage pour attirer l'attention sur lui. Puis elle fait tournoyer la flamme au-dessus de sa tête et se met à crier. « Je suis Edemo, Marez, le lion du regard terrible, ennemi des forces du mal, maître du carnage, dieu guerrier, roi victorieux. » Alertés par le vacarme, les barbares sortent un à un de leur tente, armés en main, et tous convergent vers lui. Couchée sur l'encoulure de Bubas qui fait à toute allure, la princesse lance un dernier regard sur le campement grâce à la torche qui s'agite. Elle peut suivre le parcours virevoltant de toutes, mais soudain la torche s'éteint. Bubas a galopé toute la nuit sous la pluie et arrive près d'une île au premier rayon de l'aube. Akésa la libère et s'approche du fleuve. Un bateau se dirige vers le nord. Akésa reconnaît Culpeguise, le passeur qui les a emmenés jusqu'à Thèbes. Elle l'appelle. Culpeguise ouvre alors des grands yeux horrifiés. « Non, non, il n'est pas là. Je ne veux pas d'ennui avec la police. » Déjà Akésa nage jusqu'à lui. Culpeguise brandit sa rame et frappe la surface de l'eau pour effrayer la princesse. Il réalise bientôt qu'il n'y a plus personne. « Partote, je viens de tuer la princesse du pharaon. » Mes 2 paumes humides se posent sur ses épaules. C'est Akésa qui le regarde en souriant. « On t'a dit qui je suis? Tant mieux. Au nom du sang royal qui coule dans mes veines, je réquisitionne ce bateau à la cité du soleil et vite. Oui, mais je devais livrer ce ballot de tissu à mon cousin. Culpeguise, je dis vite. 70 bateaux naviguent sur l'île, il a fallu qu'elle tombe sur le mien. » Grommelle le passeur en se glissant de la barre. Les mêmes paysages défilent lentement sous le ciel couvert de nuages. Akésa a l'impression que le bateau n'avance pas. « Jamais je n'arriverai à temps pour empêcher le sacre de Sénèb, songe-t-elle. On ne peut pas aller plus vite? Bah avec la cargaison, ça va être difficile, avoue Culpeguise. Akésa se dirige vers le ballot et les tâte. C'est lourd? Culpeguise pâlit. Ah non, non, il n'en est pas question. Allez, viens m'aider. Culpeguise lâche la barre d'un soupir et d'un les sacs s'en font flotter sur la surface du fleuve. Avant de te rencontrer, j'étais un pauvre marchand. Maintenant, je ne suis plus qu'un pauvre tout court. J'ai mis le batelier. Ne t'inquiète pas, quand je serai reine, je te couvrirai d'or. Et le jeune garçon qui t'accompagnait, où est-il? Akésa enfuit la tête dans ses bras. Après un bref silence, Culpeguise détache le bracelet en or d'Akésa de son oreille et lui glisse au poignet avec un sourire. Akésa relève son visage et lui rend son sourire. Tandis qu'Akésa s'échappe avec Bubas, tout a été fait prisonnier. Barca l'a jeté aux pieds de son maître, Zanaza, en clamant « Voilà le morveux qui a libéré la fille. »« Qui es-tu, jeune imprudent ?» demande Zanaza. « Prince tout en canton du bel Arehansou Horus Maip, répond tout avec aplomb. Zanazon se retourne au point d'un sabre sous le cou de son prisonnier. Ma fortune était faite. Je suis également une valeur sûre, le futur époux de la reine Akésa.
Toi, c'est elle qui t'a promis le mariage, répond Zanaza. Décidément, il éclate de rire. Quoi, décidément? Prince Tout, je crains fort que tu sois le second sur la liste. Les traite de toute sa sombrisse. Le second, il y en a un autre. Zanaza, pour te servir. Il ouvre grand les bras et s'incline devant son prisonnier. Tout reste bouche bée, mais je te céderai volontiers ma place en échange d'une jolie et juste récompense. En or, bien sûr. Emmenez-le. Allez, on lève le camp. Direction la Cité du Soleil. Nous devons retrouver ma promise. À la Cité du Soleil, dans la salle de stealth, sa coach referme un coffre et se tourne vers les 2 prêtres qui attendent derrière lui. La récompense de Zanaza est prête. Vous pouvez partir. Les 2 hommes saisissent les bras du coffre et sortent de la salle. Sagon s'approche alors de la terrasse et jette un coup d'œil à travers une teinture entr'ouverte. Le peuple est venu acclamer son sacre, divin maître. Revêtu des ornements propres au sacrement, Sénèbe s'admire dans un miroir et ajuste sa robe. À la vue du divin père œil, son visage se durcit. Que veux-tu faire ici, vieil homme? Ce sacre est impossible. Je suis le divin père, le seul Sekertod, en mesure de sacrer Pharaon et je m'y refuse. La main de Sénèbe se recroqueville comme une serre de rapace. D'un geste vif, il attrape œil et la tire contre lui. Le vent a tourné, divin père. Amon-Ré est de nouveau le dieu de Thèbes et de l'Égypte. Et pour le sacre, je saurais me passer de toi. Il repose violemment le vieil homme qui s'effondre sur le sol. Les envoyés de Sokot approchent de la troupe de Zanaza. Barca les accueille en brandissant sa hache. Les prêtres déposent le coffre au pied du cheval de Zanaza et s'enfuient à toutes jambes. Barca éclate de rire. Cesse de faire l'idiot, Barca. Prends plutôt ta part et repartis le reste équitablement entre les hommes, dit Zanaza. Barca ouvre le coffre et se relève en poussant un cri de douleur. Les 2 mains sur le visage, surgit du coffre un serpent à sonnette, vient de le mordre mortellement. Tandis que Letty s'écroule sur le sol, choquée par d'atroces convulsions, plusieurs reptiles s'échappent du présent de Sokot et s'enfoncent dans le sable. Ligoté sur son cheval, tout est rempli d'effroi. Maudit prêtre, ils vont me le payer, crie Zanaza. Bravo, bien envoyé. Renchétit toute. Sache, jeune impertinent, que j'apprécie fort que ton esprit rayeur. Rétorque Letty. N'empêche que tu aurais intérêt à mieux choisir ton camp. Jamais la princesse n'aurait osé commettre un tel forfait. À la cité sur Soleil, Sokot sort de la salle de Stès, paré de la robe de la cérémonie ornée du grand pectoral dont il est dépouillé du divin père, œil. Il ouvre la marche de Seb et se dirige vers le cours du grand palace où va se dérouler le sacre. Désormais, plus rien ne peut entraver mon destin royal, murmure Sénèbe avec un sourire radieux. Dans la chambre du palais royal, Bestal tend l'oreille sous un fil. Le bateau de Gulmeguise approche du port quand un concert de troupes retentit dans la ville. Nous arrivons trop tard, dit-il. Il n'est jamais trop tard, lança Keza. Elle se suspend à la paume et s'élance par-dessus les faux pour retomber sur le quai, telle une panthère. Bonne chance, Altesse, et n'oublie pas ta promesse. Akeza court vers le port du grand palace. En la voyant approcher, les gardes croisent leurs lances pour lui interdire le passage. Soudain, un ordre fuse pour qu'on la laisse passer. Maout vient de reconnaître la princesse et vient s'agenouiller devant elle. Plus tard, Maout, j'ai un sacre à empêcher par Aton. Elle franchit les ports, Basta arrive à toute allure, a le bandit dans ses bras. Allons-y, Basta. Les chants des fidèles d'Amon-Ré montent dans la cour du grand palace. La couronne sacrée d'Égypte trône sur l'autel, entendant son nouveau héritier. Les yeux du grand prêtre Sénèbe le fixent et une douce lumière scintille dans ses pupilles. Derrière lui, Sokot
couvre son maître d'un sourire triomphant. Son coach se tourne vers l'assistance et lève les bras pour faire taire le pseudo-maudit. Il s'adresse à la foule sous le regard acéré d'un faucon qui vient de se poser sur une statue. Aujourd'hui, l'Égypte pleure le triste disparition d'Akhénaton, notre père à tous. En détournant habilement l'esprit de Pharaon et en poussant lâchement à rejoindre les ancêtres, Aton, le prétendu Dieu unique, s'est rendu coupable de crimes. En volant l'âme pure de notre divin guide, il a rendu l'Égypte orphelin d'un père sans égal. À la suite du décès de ses filles bien-aimées, Méritaton et Akésa, elle aussi malheureuse victime de la malédiction d'Aton, et comme l'avait sagement recommandé notre regretté Pharaon avant de nous quitter, nous, prêtres d'Amon, te sacrons roi. Toi, Sénèbe, premier prophète d'Amon-Ré, Pharaon, Dieu vivant. Sokot prend la couronne et la soulève avec solennité. Il la brandit enfin quand l'Égypte tout entière la contemple. Sénèbe s'agenouille humblement en Sokot, la baisse lentement vers sa tête, mais soudain son geste se fige. Alors tu vas la poser, cette couronne, murmure Sénèbe. Ah, ah, répète Sokot, les traits tordus par l'effroi. Ursu, pas peur, clama Akésa. À ces mots, Sénèbe se retourne. Akésa se tient face à lui, Basta à ses côtés. C'est à moi, Akésa, fille et ultime héritière d'Akhénaton, que cette couronne revient de droit. Prête, faites taire cette infabulatrice, hurle Sénèbe. Akésa se rue alors sur Sokot, pour lui arracher la couronne des mains. Sokot sort un poignard et va frapper la princesse quand une flèche siffle et la transperce. Sokot s'effondre mortellement atteint. La couronne roule vers le pied d'Akésa. Elle s'en saisit et se relève. Enraheb lui fait face. Il tient un arc dans ses mains et lui sourit. Soudain il hurle de douleur et s'écroule à son tour, mortellement frappé par la lame du couteau de Sénèbe vient de le lancer sur lui. Basta miaule et part dans une course folle, entraînant sa maîtresse vers le temple d'Amon. Sénèbe, suivi d'une cohorte de prêtres qui se sont multipliés par magie, se lance à la poursuite. Basta et Akésa traversent le temple d'Amon à la route royale, puis débouchent sur une grande esplanade. Basta guide sa protégée vers l'escalier qui mène au parvis de la pyramide, celui-là même qu'Akhénaton a emprunté pour entrer en sa dernière demeure, quelques jours plus tôt. Basta monte les marches, Akésa la suit. Dans son dos, elle entend des murmures. Le pavis, la pyramide, l'espace sacré. Akésa se retourne. Face à elle, les prêtres s'enfoncent, menaçants. Sénèbe, qui est en tête, s'écarte du groupe. Ce pavis est interdit aux néophytes, mais pas au futur pharaon, s'écrie-t-il. Sans hésiter, il part rejoindre Akésa. Allons, petite, rends-moi cette couronne. Parvenu tout en haut des marches, Akésa s'arrête. Sénèbe se rapproche, Akésa se ramasse sur elle-même pour bondir sur le grand prêtre, mais Basta la devance et l'attaque au visage. Sénèbe recule pour se protéger et bascule en arrière, en roulant. Désolé. Sénèbe recule pour se protéger et bascule en arrière en roulant des pieds de l'escalier. Basta et Akésa en profitent pour pénétrer dans l'obscurité de la pyramide. Ma couronne, hurle Sénèbe. Voyant l'objet de tous ses désirs lui échapper, il s'engage à son tour dans les lieux sacrés. À peine a-t-il passé la porte que Basta surgit d'un angle. Il observe le grand prêtre pour le tenir en respect et glisse un œil acéré vers l'entrée de la pyramide. Un bloc de pierre coulisse et mure l'issue, le noir se fait. Akésa est seule, elle se plaque contre la paroi de l'étroit corridor dans lequel elle se trouve. La couronne entre son flanc droit. Elle tend sa main gauche devant elle et pape les murailles pour avancer, sans tomber et marcher sans se perdre. Ses yeux cherchent à percer l'obscurité en vain. Seules des voix, des sons et d'imperceptibles murmures tourbillonnent autour d'elle. Sénèbe s'enfonce lui aussi dans les profondeurs de l'édifice sacré. D'étranges brumes surgissent de nulle part, flottant à ses pieds,
et s'enroule autour de ses jambes. Guidé par le bout de ses doigts qui conserve le contact avec la muraille, Akeza évolue dans une galerie. Tout d'un coup, son pied rencontre une marche, elle trébuche et bascule tête la première en avant. Un réflexe pour amortir sa chute lui fait lâcher la couronne qui roule sur le sol et disparaît. Affolée, Akeza tâte le sol devant elle et rampant, c'est alors qu'une petite lueur irradie au bout du couloir. Akeza se relève, ramasse la couronne et suit l'étoile qui la guide dans la nuit. Après avoir traversé une grande galerie, elle emprunte un étroit passage bas de plafond inondé par la lueur devenue vive et intense. Akeza entre en elle et découvre soudain une vaste salle aux murs couverts d'or. Un bassin paraît s'étendre vers l'infini, une barque portant un trône est posée sur l'eau. Akeza reste figée, elle ne sait que faire. Lentement, la couronne quitte les mains de la princesse et s'envole dans l'espace en direction du trône où elle se pose. En proie à une vive terreur, Akeza recule et se réfugie dans un angle de la muraille, telle une biche prise au piège. Une voix rassurante s'élève alors dans la salle d'or. « N'aie pas peur, ma fille. »« Père ?» Akeza regarde autour d'elle. Il n'y a personne. Mes bras ne peuvent pas encore te serrer, mais mon cœur se réjouit de ton retour, Akeza. « Ô père, répète-t-elle, le souffle court, le cœur battant. Akeza, tu n'es plus seul. Tous nos ancêtres te protègent. Tu peux encore sauver l'Égypte. » Derrière Akeza, les traits du visage d'Akhenaton se dessinent dans l'or du mur. Le nez prend forme, la bouche, les yeux et le front se modèlent, s'animent et prennent vie. Au pied, un pied sort du mur près de celui d'Akeza, puis un deuxième. Deux mains d'or se posent sur ses épaules. Elle sent qu'on l'enlace, qu'on la soulève du sol et la tire en arrière. Lentement, soutenu par les bras puissants, son corps traverse l'épaisseur de la paroi d'or avant de disparaître tout entière. Dans la galerie où Akeza est tombée, Seneb voit à son tour la lueur qui mène à la salle au mur d'or. Il s'agenouille pour ramper dans l'étroit passage et se relève. Enfin, dans la vaste salle, les murs sont sombres, l'eau du bassin est devenue saumâtre. Une lueur sourde tombe du plafond et éclaire une barque de Seneb, découvrant un trône sur lequel repose la couronne. Le trône de lumière, la couronne. Ses pieds s'enfoncent dans l'eau trouble du bassin. Il parvint à s'accrocher à la barque et se hisse sur elle. Puis il prend la couronne dans ses mains et s'assoit sur le trône. Il soulève la couronne au-dessus de sa tête et la contemple dans la lumière qui parvient du sommet de la pyramide, où les pétales de pyramidon s'ouvrent. La couronne des ancêtres est à moi. Seneb la pose sur la tête tandis que le rayon du soleil frappe les 4 pétales et converge en un seul faisceau, plongeant à l'intérieur de la pyramide, droite sur le trône. Un coup de tonnerre retentit. Seneb s'enflamme alors comme une torche et éclate en des milliers de particules. En dehors, les prêtres restent en bas du parvis, se volatilisant à leur tour. Le pyramidion s'est refermé, le silence est revenu. À l'intérieur de la pyramide, dans la salle royale, les murs ont retrouvé leur magnificence et l'eau du bassin sa pureté. Sur le trône, la couronne repose intacte. Les traits du visage du dernier pharaon apparaissent à nouveau dans le paroi. Akhenaton sort tenant sa fille, Akeza en ses bras. Il la dépose délicatement sur le sol. « Adieu, ma fille, dit-il. Il quitte la salle accompagné de l'écho de la voix de son père, qui s'éteint au moment où Akeza entre dans la grande galerie. Serrant contre elle la couronne sacrée. Derrière elle, une ombre se dessine alors dans la muraille. Une ombre bienveillante, la silhouette de Néfertiti qui conduit maintenant sa fille vers la lumière. Soudain, l'ombre de la reine prend la forme de Basta et s'enrache dans la pierre. La chatte se frotte contre les jambes de son ami
Il dit avec la voix de Néfertiti: Tu peux la porter maintenant, elle te revient de droit. Au pied du parvis du divin père Œil voit Akheza, coiffée de la couronne d'Égypte, descend les marches et s'agenouille devant elle. Akheza, tu es revenu du sanctuaire des ancêtres. Tu es notre nouvelle souveraine, la reine Soleil. Soudain, Akheza pousse un cri d'effroi. Toutes! Oh non! D'un bras pressant, Zanaza s'immobilise, toute de l'autre, et tient un poignard sur sa gorge. À la princesse, tes deux fiancés ne sont pas invités à la fête, mais pas très gentil, ça. Il augmente la pression sur la gorge de son prisonnier, qui remet un râle. Arrête, ne lui fais pas de mal, cria Akheza. Finis de rire, ma belle. Que me proposes-tu pour sauver la tête de ton jeune ami? Akheza le fixe droit dans les yeux et répond avec dignité. Je n'ai qu'une parole. Tu seras payé avec l'or des prêtres auxquels j'ajouterai une petite contribution personnelle. Très bien, tu as jusqu'au coucher du soleil pour me remettre mon dû, sinon ton ami ira rejoindre ses ancêtres. Peu avant le coucher du soleil, Akheza a tenu d'apparat fouette les chevaux de son char, les mène à l'extérieur de la ville. Elle repère le campement des Hétis. Akheza arrête son char et face à Zanaza. Il monte deux magnifiques coffres. Le regard du Héti s'illumine et fait signe qu'on libère toutes de ses entraves et qu'on le lui amène. À toi l'honneur, dit-il en la poussant vers le coffre. Le souffle court, toute détache les liens du premier coffre, soulève le couvercle et bondit en arrière. Une grenouille surgit du coffre, puis une lumière dorée apparaît. Toute ouvre le second, il scintille de mille feux. Tu vois, j'en étais sûre, je te l'avais dit que ça marcherait. Elle m'aime trop, déclare toute à Zanaza. Allez, petit malin, cours la rejoindre, dit Zanaza. Toute part voir sa promise quand le Héti l'arrête. Tiens, il lui lance la hampe d'Aton qu'Athénaton avait confiée à Dosée. Sur leur char, qui file dans le soleil couchant, toutes regardent Akheza en faisant la moue. Bah dis donc, tu en as mis du temps, j'ai bien failli y passer. Ton copain, le beau barbare, c'est pas un tendre. Mon copain, s'exclame Akheza. Oui, va falloir qu'on cause. Dans l'artère principale de la cité du soleil, le long cortège de chars fleuris font une aide d'honneur. Soudain, une clameur recouvre la ville. Un char est apparu avec à son bord le nouveau couple royal venu saluer son peuple. Un autre char apparaît, celui du général Enroeb, en compagnie de son faucon. Dans la foule, Gulbegis fait de grands gestes pour attirer l'attention du couple royal. Akheza lui fait un clin d'œil. Dire que sans moi il finissait avec les crocodiles, cette petite, dit-il à sa voisine. Mia considère cette mine pétibulaire avec dédain et agite la main à son tour. Pectoral, toute pectorale. Le jeune pharaon le remet discrètement en place et sourit à sa nourrice. Ainsi s'achève cette histoire. Akheza épouse le jeune Tout, qui deviendra à son tour pharaon et prendra le nom de Toutankhamon. Durant son règne, le nouveau couple royal réhabilitera la religion traditionnelle et s'installera à Thèbes, la nouvelle capitale. Merci d'avoir écouté cette histoire et désolé pour les fois où j'ai du mal à parler. Je suis dyslexique, ce qui veut dire que je confonds certaines lettres, mais je fais au mieux. Merci de votre compréhension.